Je suis la directrice de l'Institut français de Bilbao et aussi consul général de la France ici à Bilbao. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue. Nous nous sommes réunis dans cet événement, la nuit de la lecture. Nous touchons de thèmes assez divers, mais le but final, c'est de réfléchir à propos de la lecture. Cet événement est dédié à la BD et aux voix des femmes dans la BD. C'est un art, le 9e art, où le rôle des femmes est encore assez limité et où les femmes ont des fois un rôle assez caricaturisé parce que les auteurs, ce sont surtout des hommes. Donc c'est juste l'année où l'Espagne est l'invité spécial dans le festival d'Angoulême. Et pour nous, c'est extrêmement relevant de toucher ce thème. Je vais laisser aux invités de se présenter et à commencer l'entretien. J'espère que vous trouvez la conversation intéressante, que vous avez de questions. Merci. Bueno, creo que Arratsaldeon. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je présente Marika Vila et Marie-Renée Hertmann. Et se sont dédiées à la recherche à propos du rôle des femmes dans la BD. Marika Vila, elle est autrice elle-même. Il semble que dans le monde de la BD, il faut faire beaucoup de métiers pour se dérouler. Et je vais poser plusieurs questions pour que les autrices puissent présenter sa carrière. Je commence avec Marie-Renée, qui est chercheuse doctorante à l'Université de Paris 8. Elle coordonne les bréchières. Elle a travaillé avec le projet Femmes créatrices de la BD, représentation de femmes dans la nouvelle art. Elle a coédité le livre Matrimoine de la BD. Vous avez centré votre carrière surtout dans ces sujets, les créatrices des femmes dans son approche socio-économique. Français et je tenais à remercier avant tout à l'Institut français pour cette invitation. C'est extrêmement important pour moi de pouvoir parler de ce travail parce que, comme avait été précisé lors de l'introduction, il y a une grande invisibilisation des créatrices des bandes dessinées, que ce soit en France mais aussi dans le monde entier, et d'où aussi ce projet de recherche doctorale que je mène depuis plusieurs années déjà, et qui a été difficile aussi à mener parce que les sources concernant les créatrices des bandes dessinées, elles sont manquantes. Donc, je présente mon travail un peu. Ma recherche doctorale part d'un paradoxe. En fait, en 2016, lors du Festival international de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, il y avait pour les grands prix 30 nommés et pas une seule femme. Donc, c'était assez particulier parce que le festival, qui est le plus légitimement en Europe, avait précisé que s'il n'y avait pas de femmes de la bande dessinée qui étaient nommées, c'est parce que dans l'histoire du médium, on pouvait les compter sur les doigts d'une main et qu'il en restait des doigts. Donc, et suite à cela, il a commencé à devenir un mouvement sur les réseaux sociaux avec un hashtag qui a été créé qui s'appelle soit Woman du BD, soit Woman du Comics, pour un peu montrer la présence des créatrices de la bande dessinée. Donc. Et après, le délégué général du festival, Franck Bondeux, qui est toujours le même, continue à insister sur le fait, oui, mais elles sont présentes, mais elles ne sont pas marquées l'histoire dans la bande dessinée. C'était assez particulier, et donc c'est de là que part ma recherche doctorale. Et donc, suite à cela, je me suis dit, donc, il y a une mobilisation qui est en cours pour déjà
réclamer une visibilité plus importante, mais aussi pour mentionner qu'elles sont présentes, sauf que les sources sont réellement extrêmement manquantes. Et je commence à enquêter de mon côté. Je pars d'une thèse en histoire menée par l'historienne Jessica Cohn, où elle travaillait sur les illustrés pour enfants entre 45 et 68, donc les dessinateurs et dessinatrices des presses. Et déjà, elle comptabilisait sur un corpus de 400 dessinateurs et dessinatrices des presses 40 femmes. Donc déjà, ça fait beaucoup plus que les 5 qui étaient mentionnées. Certes, elles étaient dans l'ère géographique franco-belge, mais déjà, on pouvait dire qu'il y en avait plus que 5. Donc, et j'ai continué à faire ce travail de recherche sur la presse illustrée, mais cette fois-ci, comme mon sujet, c'est la reconnaissance des femmes de la BD, je pars sur la presse pour adultes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une distinction dans la bande dessinée, en tout cas en France. C'est celle qui va être artifiée, donc là, pour reprendre un concept de la sociologue Nathalie Heinisch, ça va être la canonisation, ça va être la bande dessinée pour adultes, celle qui va être consacrée au rang du 9e art, et pas la jeunesse, donc la bande dessinée pour les enfants. Donc, et je remonte les traces et j'arrive à voir cette personne-là, Marie-Pape Carpentier. Ce qui est assez particulier et fascinant pour moi, c'est que c'est la personne qui a initié les écoles maternelles en France pour que les femmes puissent travailler et pas garder les enfants à la maison. C'était une pédagogue et une sœur nonne. Et elle avait scénarisé des images à suivre, donc ce qui est l'ancêtre un peu de la bande dessinée. Et elle publiait ces images à suivre à la même période que Rodolphe Töpffer, qui est considéré comme le père de la bande dessinée en Europe et un des pères dans le monde entier. Donc, et ce qui est assez particulier avec elle, donc, certes, ce n'est pas la personne qui est en charge du dessin, mais c'est une personne qui a scénarisé ces images-là. Et là, le musée de l'image d'Épinal montre toutes ces planches-là, et la prise en charge de l'image a été faite par plusieurs personnes. Et on peut trouver donc ces sources très, très, très anciennes, donc déjà 19e siècle. Et pour cela aussi, donc, j'ai continué à faire la presse illustrée pour adultes, et j'ai trouvé des sources, de nombreuses femmes publiant dans ces espaces, des publications très politiques, très politisées. Et j'ai réussi à trouver un corpus qui fait 690 créatrices des bandes dessinées depuis le 19e siècle, uniquement dans la presse ou dans la bande dessinée à compte d'éditeurs pour adultes, donc l'espace les plus légitimés qui soient. Et ce qui est aussi assez particulier, c'est que j'ai fait plusieurs catégorisations pour ne pas créer une distinction hiérarchisante. C'était une distinction qui concerne 3 groupes, ce que j'appelle les constellations. Le premier, c'est les constellations avec les narrations graphiques, donc les personnes qui sont en charge du dessin. Le second est celui qui concerne les constellations scripturales, donc la personne qui prend en charge les scénarios. Et le troisième, les collaboratrices, donc les éditrices, mais aussi les coloristes. Donc pourquoi je fais cela? Parce qu'il y a aussi dans les épistémologies féministes un concept, donc celui des constellations, où on se dit que si on regarde toujours une seule et unique personne, donc le génie, la génie, on invisibilise d'autres. C'est comme quand on regarde une étoile, on ne voit pas les restes des constellations. C'est à Martin Reid à qui on doit cette référence. Et c'est le cas en fait pour une des personnes qui est dans une de ces images-là. C'est la petite bande dessinée qui est à haut à votre droite, donc avec les 4 cases, et qui est Claire Bretéché. Donc dans la bande dessinée, on a considéré toujours Claire Bretéché comme la pionnière dans la bande dessinée pour adultes, la bande dessinée politique, sauf qu'il y en avait beaucoup d'autres personnes avant elle, et quand on mobilise les termes de pionniers-pionnières, ça continue à maintenir cette logique d'invisibilisation, parce qu'on ne sait pas en fait si elles existent, sauf que leur travail a été détruit. Certaines créatrices ont détruit leur propre création ou ont publié avec des pseudos, où on participait à des espaces moins connus, que ce soit la presse underground, que ce soit des fanzinats. Donc, du coup, il y a des personnes qui circulent en parallèle, mais qui ne bénéficient pas de la même visibilité. Donc,
Du coup, ça conduit à maintenir ces systèmes d'invisibilisation des femmes. Donc voilà, ça c'est une partie des noms des personnes que j'ai pu retracer. Et encore une fois, j'ai eu des critères, des discriminations très importants, puisque mon sujet c'est la reconnaissance et légitimité de ces créatrices. Ce sont vraiment les personnes qui ont publié dans des espaces connus, reconnus et médiatisés. Donc là, il y a la moitié de mon corpus, j'en ai 690. Et donc, moi, je ne pouvais pas faire ce travail-là toute seule. Et donc, je me suis associée à une association, à un collectif des chercheuses et des chercheurs qui s'appelle La Brèche. Et je me rendais compte que j'étais en train de produire des archives qui pouvaient être utiles aussi pour d'autres recherches. Et en 2020, en plein confinement, avec 5 autres personnes, Johanna Schipper, qui fait partie du collectif BD Égalité, Sophie Bonadet, qui est aussi une chercheuse sur la bande dessinée, Maëlys Théréaute-Corbin, également chercheuse, et Laura Caraballo, qui est également chercheuse. On a monté ces projets, on a eu des financements très importants de la part des institutions académiques et universitaires en France, mais aussi en Europe. Et on a monté ces grands projets, ces groupes qui s'appellent les Bréchoises. Donc vous pouvez voir en haut et en gauche les logos qui a été fait par Johanna Schipper. Et donc on a mené ces projets très importants qui s'intitulent Créatrices des bandes dessinées, histoire, mémoire, revendication et représentation des femmes dans la 9e art. L'idée, c'était déjà de constituer le tout premier fonds d'archives sur ces créatrices pour qu'on ne puisse plus jamais dire qu'il n'y a pas de sources. Je précise aussi que quand on va chercher dans des ouvrages spécialisés, comme le Dictionnaire mondial de la bande dessinée, on va trouver très très peu de créatrices, et c'est le Dictionnaire mondial de la bande dessinée. Et en France, il y a beaucoup d'ouvrages qui s'appellent Les maîtres de la bande dessinée. Au Centre Pompidou, qui est une institution très importante dans les années en 2009, a été aussi produite une exposition qui s'appelle Les maîtres de la BD, les maîtres européens de la BD, et il y avait juste deux créatrices, Tove Jansson et Claire Bretéché, les deux seules femmes européennes qui méritaient, en tout cas, qui étaient légitimes d'être intégrées dans cette liste-là. Donc voilà, et ça, c'était un des travaux qu'on avait menés, donc la collecte d'archives auprès des créatrices. Donc il y avait plusieurs volets pour ces projets. Ensuite, c'est suivi un séminaire qui s'intitule « Les matrimoines de la bande dessinée », un séminaire en deux parties, la première scientifique et la deuxième, il y avait une collecte d'archives orales, parce que pour nous, c'était important que les créatrices, elles parlent à leur nom propre et qu'on nous, on n'ait pas ces regards surplombants qui puissent venir un peu dénaturer leurs propos. Et je précise aussi l'étymologie du matrimoine, parce que quand on parle du patrimoine, c'est étymologiquement parlant, ça veut dire qui vient du père. Donc patrilinéaire, qui vient du père. Matrimoine, ça a existé au Moyen-Âge, mais il a été effacé. Et même si aujourd'hui est associé au mariage, c'est vraiment tous ces legs, les héritages qui viennent de la mère. Donc nous, on a revendiqué ces termes. Il y a des associations féministes qui le font aussi, pour préciser cet héritage laissé par les femmes dans la BD. Donc, d'où les titres du séminaire. Et là aussi, on a eu une restitution de cet événement, de ce séminaire, avec une exposition qui circule encore, qui s'intitulait Paroles d'autrice. Donc, on a retranscrit les entretiens qu'on avait menés pour les histoires orales, avec plusieurs images. Sur la photographie en haut à votre gauche, on a au milieu Johanna Schipper et ensuite c'est Jeanne Puchol, qui est aussi une des créatrices des bandes dessinées les plus visibilisées depuis les années 80. Et après, c'est Sonja Hop. Sonja Hop, c'était la seule femme qui participait dans la revue Harakiri, qui est l'ancêtre, ce que vous connaissez peut-être aujourd'hui comme Charlie Hebdo. Donc c'était une publication satirique des années 60. Donc elle publiait déjà en 67 dans cette revue et ensuite elle a quitté la bande dessinée, mais elle a continué son travail d'artiste. Donc, et après, le troisième volet de ces projets consistait à l'élaboration d'un colloque international.
intitulé Faire corps, donc rassembler les créatrices, représentation et revendication des créatrices en bande dessinée en Europe et dans les Amériques. Parce que nous, l'intérêt, c'était de voir si ailleurs qu'en France, d'autres personnes rencontraient les mêmes problèmes et avaient les mêmes intérêts et objets d'études, donc les créatrices. Et on s'est rendu compte que oui, elles s'intéressent en tout cas à l'espace académique et scientifique international, mais les chercheuses et les chercheurs retrouvent les mêmes problèmes. Il y a très peu de sources concernant les femmes, donc comment faire pour pouvoir enquêter sur elles. Donc c'est extrêmement compliqué. Cet événement, c'était très important aussi parce qu'on voulait laisser une belle part à la parole des créatrices. Donc, c'était un dialogue avec des créateurs, des créatrices des bandes dessinées. Je le dis aussi dans un langage inclusif, parce que même si on parle des femmes, il y a aussi des personnes qui sont trans, qui sont intégrées dans ces projets, et des chercheuses et des chercheurs qui venaient de ces deux espaces culturels. Et pour clôturer, je vais raccourcir un peu. Tous ces grands projets nous a permis aussi de produire un ouvrage, encore une fois pour laisser des sources supplémentaires, que j'ai co-dirigé à côté de Camille Desanglis, une historienne de l'art, qui s'intitule Construire un patrimoine de la bande dessinée. Donc on a sollicité des personnes qui ont participé au colloque pour approfondir leurs recherches, mais aussi on a mené des recherches supplémentaires et on a invité des créatrices qu'on a interviewées pour montrer un peu un panorama plus vaste et complet autour de ces sujets. On a créé aussi un index des revues et un index des créatrices qui ont été mentionnées dans cet ouvrage. Et puis, on a eu ces cadeaux. Cadeau, non, c'est une commande qu'on avait fait à une autrice canonique en France qui s'appelle Nicole Clavelou, qui participait à la revue Anana et qui a aussi été très engagée dans son militantisme sur les droits des femmes de la bande dessinée. On lui a donné les titres de l'ouvrage, on lui a donné la liste des chapitres et en même pas une semaine, il nous a créé cette belle création, donc ces beaux dessins qui montrent un peu les femmes qui sortent de la grotte et pleines la lumière. Donc, il y a les différents ouvrages, les différents chapitres que moi, je peux aussi écrire. Et là, je clôture sur ça parce que ce qui est assez important, c'est autour de ma recherche doctorale, je montre qu'il y a un mouvement réel qui peut s'objectiver par tout un travail théorique et aussi méthodologique, un mouvement social des femmes de la bande dessinée, qui a conduit à qu'il y ait une transformation de la réalité de ces femmes-là. Cette transformation passe par des alliances même institutionnelles qui a conduit à qu'aujourd'hui les festivals d'Angoulême et d'autres festivals en France paritaires, donc pour la sélection des prix, et ce qui a conduit à cette actualité dont on va parler tout à l'heure, à qu'il y ait plus de femmes visibilisées, parce que plus de femmes participent au jury, plus elles vont appeler à d'autres créations faites par des femmes. Donc, merci. Muchas gracias, Marie. Merci, Marie. Nous comptons aujourd'hui aussi avec Marie Cavila, qui est doctorée à l'Université de Barcelone. Elle est chercheuse et aussi artiste. Elle a été scénariste, encreuse, lettrice, éditrice et directrice artistique. Dans son dernier travail, elle visibilise les apportations de femmes dans la BD espagnole depuis les pionnières jusqu'aux femmes plus jeunes. Nous allons entendre un peu vos vies et aussi vos trajectoires, comment vous commencez par être dessinatrice et puis vous arrivez jusqu'au rôle que vous avez aujourd'hui. Ma collègue vient de dire que c'est un phénomène mondial. Les femmes dans la BD ont eu une présence minimale. C'est pas qu'elle n'était pas là, mais elle était invisibilisée. Les autrices elles-mêmes, moi, en tant qu'artiste, je remarquais cette difficulté
très rapidement. J'étais seule avec des hommes, tous mes collègues c'était des hommes, et c'était extrêmement difficile de trouver de référents féminins. Les maîtrises, les modèles, les influences, c'était tous des hommes. Donc je vais faire un petit voyage au cours de ma trajectoire historique avec le point d'inflexion, le jalon où j'ai le besoin de chercher le pourquoi de ce mouvement. Et avec ma carrière comme artiste, je commence à ce projet de thèse doctorale assez tardif avec un objectif très clair, à savoir diluer le discours canonique de la BD avec une voix essentiellement masculine et qui était construit sur le corps de femme. C'est-à-dire le corps de femme, c'est prioritaire. Nous pensons tous et toutes aux super-héros qui sont des femmes, au corps que dans l'époque de la transition espagnole, la presse était pleine de femmes sans vêtements, des femmes que nous appelons, disons, libérées. Et le corps de la femme, c'était en partie essentielle de la BD. Par contre, la voix, c'était estompée. Donc, je commençais ces recherches qui a donné lieu au livre Scatter le corps que je vais présenter demain. Donc, comme je viens de dire, je vais commencer à parler de ma trajectoire. À la fin des années 60, je commence à travailler pour Selecciones Ilustradas. C'est une entreprise catalane qui travaille dans le cadre international. Et ça me permet de publier dans tous les pays de l'Europe. Donc, je travaille et le salaire, à l'époque, c'était assez haut parce qu'il n'y avait pas d'euros. Donc, notre salaire, c'était dans la monnaie, la devise du pays. Et je fais surtout du travail commercial. C'était génial parce que j'aime bien de dessiner, mais je ne prête pas d'attention au contenu. C'était un contenu romantique et moi, en tant que femme, j'étais située dans le contenu romantique. Ce contenu romantique, c'est pour les jeunes femmes. Ce sont des histoires d'amour, les romans, etc. Dans l'année 70, je viens vivre à Londres et je commence à travailler avec des éditeurs, avec les personnes qui publiaient mon travail, et je travaille sans agent, directement avec l'éditeur. Et je fais encore le même travail, surtout de la BD romantique. À ce moment-là, je commence à être adulte. Je rencontre beaucoup de problèmes en tant que femme, dans la profession et dans la vie aussi, en contradiction avec le contenu de la BD que je dessine, même si ce sont des BD anglaises qui sont peut-être plus avancées en Angleterre qu'ici dans la dictature franquiste. Mais quand même, ces BD situent la femme dans des situations très superficielles et la fin des caractères féminins, c'est de se marier. Et avec toutes les peculiarités de l'amour romantique. En Espagne, en 1974-75, la transition commence et la société commence à bouger. Et nous, la génération de l'engagement, nous voulons revendiquer
la BD comme mouvement artistique, comme langage de l'art et comme une catégorie pour des adultes. Parce que pendant la dictature, la BD c'était dédié aux enfants. Et ces distinctions, c'était nuisant. Donc nous allons revendiquer notre voix propre, notre statut d'auteur et la BD pour des adultes. Donc nous allons commencer à créer des collectifs essentiellement masculins. Et il y avait 3 femmes toujours dans ces panoramas. Nous, femmes, nous nous sommes rendus compte que quand nous voulons parler avec les collègues, nous avions toujours de problèmes. Et d'autre côté, nous avions aussi de problèmes avec le langage, parce que le langage de la BD a codifié notre corps d'une certaine manière. Il nous a appris à nous voir d'une certaine manière. Et quand nous voulons nous exprimer, nous faisons exactement la même chose. Donc, il fallait bouger et terminer avec cette histoire. Ici, vous voyez en dessin de comics, de BD romantique. Et la première que je fais, la première image que je fais différente, c'est une femme qui pense au dessin romantique et elle voit une protestation féministe dans la rue. Donc, elle ne pense plus au discours romantique, elle commence à penser aux idées féministes. Ici, vous avez des exemples de BD romantiques. Ici, les premiers collectifs. Par exemple, le collectif Butifarra qui travaillait avec les autres mouvements en Barcelone. Par exemple, le voisin illégal qui nous ont raconté leur histoire et nous racontions leur histoire. Il y a maintenant une file appelée Bus 27, excuse-moi. Ou par exemple aussi des histoires de femmes qui travaillent, etc. Et l'objectif du dessin, bon, voici des histoires du Butifarra. Donc, nous voulions revendiquer le droit d'auteur et aussi avoir un nom, de recevoir le droit d'auteur sur notre travail. Donc, il y avait une partie de droit de travail, en partie de artistique, et nous étions la revendication féministe. Ici, je suis en train de danser avec des collègues de collectifs, les réunions de conseil de rédaction de ce moment. Ici, vous voyez les différents dessins. Je vais commenter ces dessins. C'est une histoire à propos de la violation. Ici, vous voyez la première et la dernière page. Dos historias en paralelo, una mujer. Vous voyez 2 histoires en parallèle, une femme mariée et une jeune femme. L'une, elle est violée par son mari et l'autre, elle est violée par un conducteur. La conclusion, c'est que une femme est violée chaque jour. Pendant le jour, par des violeurs et pendant la nuit de la part de son mari. La loi, à ces points-là, bon, en Espagne, le divorce était encore illégal. En France, je pense que même cette semaine, il y a eu un jugement de viol
où le mari a sollicité le divorce parce qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles et la loi a expliqué voilà, la femme a expliqué que que obliger la propre femme d'avoir une relation sexuelle, c'est un délit. Et c'était la Cour de droits de l'homme qui a interpellé la Cour française. Donc, mais à l'époque où cette image a été publiée, le moment historique, c'était assez dur. Cette histoire a été publiée à Totem. C'était une anthologie de femmes éditrices et scénaristes et dessinatrices sur le plan international. Nous publions avec beaucoup de femmes assez importantes et nous nous sommes rendus compte que dans d'autres côtés du monde, il y avait des femmes qui ont fait exactement la même chose que nous faisions. Moi, je publiais cette histoire sur la violation et aussi le dossier d'Amparo Torrego qui était une histoire des femmes républicaines et le droit que la République a donné aux femmes tels que l'avortement, le divorce et que se sont puis effondus pendant la dictature. Voici mes illustrations dans la presse. Aussi, il y a la revendication à la politique. Par exemple, dans la revue Jueves, dans le journal de Catalogne, dans El País. Ce sont tous des images de presse. Dans Rambla, je vais publier des histoires avec ma propre voix. Rambla, c'était un journal, un hebdomadaire, où j'étais aussi partie du conseil éditorial. Et cette même bande, je vais la publier l'année prochaine. Matahari est une œuvre qui a été rééditée en 2019. Et en 2022, la deuxième édition a été publiée dans El País, des illustrations. J'ai publié beaucoup des bandes à propos des droits des femmes. J'ai aussi raconté des contes raconte des histoires de fables où le caractère, le rôle de la femme est bouleversé. Il n'y a plus de prince, où il y a des petites filles qui vont questionner l'idée du mariage et du prince. J'utilise cette structure assez fréquemment, donc deux parties. D'un côté, la femme des bourgeois, et puis l'histoire de femmes du peuple. Luna et Duna, c'était une histoire que je fais pour la publication Barbie. L'éditeur, il voulait bouleverser ce que Barbie raconte normalement. C'est une bande dessinée courante qui a été publiée pendant un an et demi. J'étais coordinatrice éditoriale. Je suis réalisatrice de Dragon Ball et toutes les séries manga de Grupo Planeta. Dans le côté de réalisation technique et coordination, je continue à publier. Je fais de dessin. Ici, vous voyez La Fuerza del Cocodrilo. C'est une histoire pour Herbivora qui normalement publie des questions de sexe. Et moi, je parle des questions colonialistes à propos de l'immigration et la race. Ici, finalement, vous voyez des histoires qui vont questionner les stéréotypes, le corps stéréotypé, cette manière de hiérarchiser et catégoriser les femmes.
Una mujer con una pluma, o sea, una bruja. Ici à droite, vous voyez une femme qui est en train de dessiner. Veis a lo mejor un anuncio de Elle est en train de briser une BD. Et le titre est lié à une commerciale des années 70. À l'époque, il y avait une femme d'affaires qui était femme d'affaires et en même temps, elle nettoyait la salle des affaires. Et c'était un commercial que nous avons utilisé pour le titre. Et c'est aussi un jeu de mots parce que c'est aussi un jeu de mots avec des questions sexuelles parce que ces publications à l'époque publiaient des questions sexuelles. siempre es la que pasa más peligro, siempre es la que está más expuesta. La protagoniste est toujours vulnérable et elle n'a pas le droit de se défendre elle-même, mais il y a d'autres personnes qui vont la défendre et aussi l'expression, bon, les vêtements, etc. et sont pensés pour que les héros masculins reçoivent des succès. Donc, cette femme commence à va être plus hypersexualisée pour sortir de cette situation. Je vais présenter une femme très violente, plus violente. Et à la fin, on lui dit attends, parce que bon, à la fin, la protagoniste va sortir de la BD. Que me interesan, es decir, cartel. Je continue à faire d'autres dessins et à partir de ces moments, je commence ma recherche. Ma recherche, premièrement, c'était intuitif. Ici, vous voyez le travail que je fais avec des institutions. Mais comme je viens de dire, je commence dans ce point à mener une recherche académique. Je veux que tout ce que je retrouve dans le langage de la BD sur le corps féminin soit déconstruit et que ça change le discours canonique. Je vais écrire ma thèse, j'écris ma thèse doctorale. Je continue avec l'activisme, je fais des exhibitions, je vais récupérer les noms des femmes historiques. Et ma recherche, ça vient de 1910 jusqu'au moment actuel et j'ai découvert beaucoup des autrices, comme par exemple Lola Anglada, qui est connue comme dessinatrice des BD d'enfants, mais elle a fait aussi d'autres ouvrages. Et avant d'elle, il y avait d'autres qui étaient nommées les filles de Budul parce qu'elles ont travaillé dans le groupe des mouvements catalans et au début, elles étaient dans ces espaces parce que les gens pensaient qu'elles étaient juste des filles, des enfants. Mais non, elle était aussi de dessinatrice. Donc, je commence à rechercher cette personne et je mène mon travail jusqu'à aujourd'hui.
c'est une partie de mon travail. L'autre travail, c'est de diluer le discours hégémonique des hommes sur la BD. Voilà le volet de ma thèse doctorale qui s'occupe de l'occupation du corps féminin de la part du patriarcat. Ce voie va aussi censurer le corps de femmes et ils vont créer un modèle de femme qui va s'occuper des enfants, de la maison, qui ne veut pas travailler. La femme n'est visible que dès qu'elle a 15 ans jusqu'à 20 ans. Hein? Mais après, la transgression va aussi utiliser le corps de femme. Voilà la recherche de ma thèse doctorale, comment on regarde les femmes, comment les révolutions ont projeté sur les femmes aussi le poids de se libérer eux-mêmes sans libérer les femmes. Et quand les femmes ont commencé sa libération, soit elles sont disparues, soit ils ont rencontré des difficultés. Ma thèse veut relier aussi ce processus à la philosophie, comment le sujet commence à penser l'histoire et va créer de femmes érotisées pour l'auteur qui pense avec l'éditeur et les scénaristes. Et il ne veut pas libérer les femmes, mais penser et sexualiser les femmes. Je commence aussi l'activisme. Il y a beaucoup de nouvelles autrices parce que l'Internet, c'est la fin du filtre de l'éditeur. Donc, les femmes, nous pouvons nous montrer, nous pouvons éditer nous-mêmes. Les nouvelles technologies donnent aux femmes beaucoup des opportunités pour continuer à éditer notre œuvre. Et nous, à cette époque-là, nous avons créé le collectif d'autrices. Avec ce collectif, nous gagnons de voix et des présences. Après mon travail de doctorat, je voulais générer du connaissance publique sur cela. Je vais commencer à être professeur à l'Université autonome de Barcelone. Et aussi relier le discours pour les nouvelles autrices. C'est-à-dire, il y a de racines, il faut récupérer le racine pour ne pas faire disparaître le discours. L'art a besoin du discours des femmes. Et nous ne pouvons pas être des exceptions. En bon moment, ici, il y a beaucoup de filles. Maintenant, dans ce moment, les femmes, nous venons de Hypatia, nous venons de mère, nous avons un matrimoine, comme ma collègue l'a dit. Il faut construire un discours pour modifier le discours de l'art. Et c'est tout de ma part. Vamos a iniciar este segundo bloque de la... Ok, donc maintenant nous allons commenter justement une pièce d'actualité. Pour la première fois, dans le festival de comique d'Angoulême, il y a 3 femmes qui sont dans la catégorie du Grand Prix.
ce sont Catherine Meurice, Anne Ricard et Alison Bechtel. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Quelle était votre réception de la nouvelle après ce que nous avons déjà commenté, ce qui se passait en 2016? En fait, là, actuellement, il y a encore, parce que j'ai continué à suivre les débats autour des Messins enquêtés, je me concentrais vraiment uniquement que sur les femmes, mais j'ai aussi dans mes réseaux des hommes qui travaillent dans la bande dessinée, que ce soit des éditeurs ou des auteurs de bande dessinée. Et donc, il y a toujours une polémique qui est présente en disant que c'est juste parce qu'il y a un lobby des femmes qui a induit à ces résultats-là, plutôt qu'un réel intérêt par rapport à au travail de ces créatrices-là. Par contre, moi, j'accueille ça plutôt d'une manière normale. Ça devrait être normal aussi d'avoir 3 femmes qui sont présentes, parce qu'avant, s'il y avait 3 hommes, ça surprenait personne. Pourquoi ça devrait surprendre qu'il y ait 3 femmes? Surtout que, je précise comment se passent les systèmes d'élection, les systèmes de vote. En fait, ce sont les bédiastes, elles et eux-mêmes, qui choisissent les personnes qui vont gagner les prix. Donc, on fait plusieurs tours pour ces élections et c'est vraiment les professionnels qui décident qui vont être nommés pour les grands prix, parce qu'il y a plusieurs autres prix aussi. Après, encore une fois, pourquoi ça répond à cette polémique des lobbies? C'est parce que ça fait suite à l'intégration des femmes dans les jurys du festival. Donc, cette parité qui a été rendue possible suite à ces réclamations et ces revendications faites par les créatrices en 2016 pour qu'en fait, ça traduise aussi une meilleure visibilité. Je précise, je vais raccourcir ma réponse. En 2016, donc, la polémique a conduit à qu'il y ait des personnes faisant partie de l'État, donc du corps institutionnel de France, qui soient impliquées. Donc, la ministre de la Culture à l'époque, Fleur Pellerin, a aussi contesté les festivals d'Angoulême en disant que c'était inadmissible ce type de situation. Donc, vraiment, ça a pris des ampleurs institutionnelles très importantes et ça a conduit à cette obligation, donc en tout cas cette imposition plutôt, du système paritaire dans les festivals. Et ce qui est assez important, c'est que ça traduit aussi une réalité matérielle concrète. C'est que plus il y a des visibilités des femmes dans les espaces promotionnels, donc les festivals, plus elles vont se retrouver en tête des gondoles, donc plus de prix, plus de visibilité économique et donc des possibilités financières pour elles. Donc, et si les personnes ne sont pas visibles, ne serait-ce que dans la liste des nommés, donc les libraires et d'autres espaces de vente ne vont pas les mettre en valeur, donc ça induit à des formes de précarisation des femmes. Et donc ça, c'est juste les résultats des normalisations de la présence des femmes de la bande dessinée. Et moi, je l'accueille comme telle, donc une normalité. Oui. En fait, je me souviens pas quand le manifeste a été écrit, mais pour nous, Espagnols, nous pensons qu'en France, vous savez, telle fortune de sort parce qu'il y avait 400 autrices avec un nom très grand, très important. Mais à partir de ce manifeste qui était tout à fait raisonnable, il n'y avait qu'une femme représentée dans le festival, Florence Stark. Comment, dans 50 personnes nommées, il n'y a que 2 noms de femmes? L'industrie française de la BD, c'était très fort, très puissant depuis longtemps et elles ont toujours travaillé. Pourquoi elles ne sont pas représentées? À cette époque, nous étions en train de créer le collectif d'autrices et nous avons fait aussi une manifestation. Donc, je crois que je ne suis pas sûre si nous avons écrit et nous avons écrit la manifestation, le manifeste en 2017 ou en 2018. Et puis, nous avons
traduit métaphoriquement la proteste dans le salon de la BD de Barcelone qui était importante et dont j'étais organisatrice. Comment est-ce que c'est possible que depuis la création, il n'y a que deux femmes, excuse-moi, qui ont gagné le prix de longue trajectoire pendant toute cette histoire? Jamais une femme a reçu un prix important, disons un grand prix. Ana Miralles a reçu le prix de trajectoire aux 40 ans, c'est-à-dire, bien évidemment, elle a beaucoup en parcours assez avant elle. C'est extrêmement injuste. C'est pas juste. Dans ma thèse, j'expliquais que le problème, c'était que les dessineurs, c'était des hommes, les scénaristes, c'était des hommes, les connus, je veux dire, aussi les éditeurs et aussi les critiques, les théories, les chercheurs. Il faut rentrer dans cette histoire parce que sinon l'histoire, la vision normalisée, ça va toujours être partiel. On pense qu'il n'y a pas de femmes dans la BD. Grâce à la lutte de plusieurs et grâce à l'incorporation des professeurs, des éditrices, etc., les femmes, on commence à perpétrer la profession et ça change aussi le regard. Il y a beaucoup d'autrices, mais nous sommes encore une minorité. Et il semble que c'est un lobby, que c'est un mode. Et ben non, quand il y avait que des hommes, c'était pas un mode, c'est juste la normalisation de l'égalité, c'est juste normaliser que c'est un territoire des personnes, pas d'un égard patriarcal ou masculin. C'est vrai que jusqu'à 2016, le paradigme, c'est bien différent. Je veux aussi dire que dans le festival d'Angoulême, c'est mondial, c'est pas juste dans le domaine franco-belge. Donc, c'est impossible de croire qu'il y a dans tout le monde une femme importante dans le monde de la BD. C'est vrai quand même qu'à partir de ce moment, 2016, c'était un jalon vers un changement de la reconnaissance de l'œuvre de femmes. Il y a aussi plus de exhibitions pour visibiliser la femme. En Espagne, nous avons rencontré aussi un problème très similaire avec le prix national de comique. Et puis, Ana Peñas et Cristina Durant ont gagné ce prix. Je crois qu'en 2018, c'était Ana Peñas qui a gagné, pas le prix national, mais le prix du Salon de Barcelone. C'est-à-dire, après le manifeste du Salon de Barcelone, c'était Laura et Ana Peñas qui ont gagné le prix du Salon de Barcelone. Après, elle a gagné le prix national. Et cette année... Par rapport à ça, parce que ça s'est traduit aussi dans une certaine réalité en France. Donc, depuis l'affaire Angoulême, donc, plusieurs femmes ont gagné les grands prix. Donc, je cite ne serait-ce que Julie Doucet, qui était une des grandes gagnantes. C'était en 2022, si je me rappelle bien. Et puis l'année suivante, ça a été Pussy Simons qui l'a gagné. Donc pour mentionner que c'était vraiment, c'est un prix international, c'est un prix extrêmement légitime. Après, vous avez fait mention à cette particularité de faire des expositions consacrées aux femmes, à la présentation du travail des créatrices. Et par contre, là, ce qui a été exposé aussi
par les collectifs des créatrices des BD contre le sexisme en France, donc qui a mené ces combats. C'est celui que j'intègre le mouvement social des femmes dans la BD en France. C'est en fait pourquoi ils se sont créés en collectif. Parce qu'en 2015, le musée de la bande dessinée de Bruxelles avait proposé justement une exposition thématique, rétrospective, et qui parlait de la bande dessinée faite par des femmes, pour les filles et pour les femmes. Et donc ça a généré tout un mouvement. C'est ça justement le point de départ. C'est pas le festival d'Angoulême, c'est l'affaire au centre de la BD, au musée de la BD de Bruxelles. Et donc, parce que, en tout cas en France, les créatrices, elles ne souhaitent pas être considérées comme à part entière, mais au titre égal, au même niveau que les créateurs des bandes dessinées. Donc, qu'il n'y ait pas de distinction, parce qu'elles ne souhaitent pas être considérées comme un sous-genre, une sous-catégorie, la bande dessinée, de manière sui generis. Elle devrait intégrer autant les hommes que les femmes et pas faire une catégorie à part, la bande dessinée pour les femmes. Et justement, les sous-titres de cette exposition, qui n'a jamais eu lieu, parce qu'en fait, ça a vraiment généré des mobilisations très importantes, c'était intégrer la BD girly, la BD pour les filles et la BD pour les femmes. Donc, c'est sous-genre auquel les créatrices en France, elles souhaitent se distinguer. Et il existait, dans les années 80-90, des événements où il y avait un titre pour les femmes, un titre, une exposition pour les femmes, mais les créatrices, elles ont toujours lutté contre ça. Parce que, bon, elles sont profitées aussi, parce que bon, ça induit des visibilités supplémentaires, mais c'est aussi une forme de hiérarchisation qui ne devrait pas avoir lieu d'être, parce que se considérer autrement, en fait, la création des femmes et des hommes n'est pas au même niveau. Donc, juste cette petite précision par rapport au contexte français. Sí, aquí también, quiero decir que el cómic femenino ha sido... Cela se passe aujourd'hui, ici encore. La BD pour les femmes a été a été mépréciée depuis toujours. Il y a beaucoup de femmes qui ont lu de la BD, mais il ne faut pas oublier que ces BD avaient une idéologie négative. C'était une idéologie qui nous a limités. Donc, il fallait revendiquer les autrices. Elles ont soutenu la profession, le métier. Elles ont soutenu le métier. Elles ne pouvaient pas s'exprimer. Et elles devront travailler dans un cadre très normatif. Voilà ce que vous devez dire, voilà ce que vous devez faire. Dans la profession de la BD, il y a toujours cette idée que le féminin, c'est moins. Le travail, c'était pas responsable du point de vue textuel. La BD, pour les femmes, c'était la BD... Par contre, les enfants ont connu en enfance alimentée par ces héros, ils vont le revendiquer. Et dans le cas des BD des filles, ça a toujours été conçu comme... Préciser certains éléments aussi par rapport à cette production faite par les femmes en France. Je parle uniquement que sur les contextes français, c'est là où j'ai les données pour pouvoir y répondre. Mais c'est qu'il y a une distribution qui est aussi... inégale entre la part d'hommes et la part des femmes qui travaillent dans la bande dessinée. Déjà, les chiffres officiels, il n'y a pas de recensement officiel, mais les chiffres plutôt officiels en France, ça donne 27% des femmes dans la bande dessinée, selon les données des États généraux de la bande dessinée en 2016.
Sauf que les critères des catégorisations sont un peu particuliers, ne sont pas très objectivables. Moi, j'estime plutôt, d'après des études du CNL, qu'elles vont monter jusqu'à 34%. Mais dans l'édition jeunesse, les proportions s'inversent. Il y a plus de femmes dans la jeunesse que dans la bande dessinée pour adultes, donc cet espace le plus légitime. Qui a été artifié. Mais ça s'explique aussi par un contexte très spécifique où les femmes, les créatrices vont subir une hostilité à leur égard qui est très importante, avec du microsexisme, du macrosexisme. Si elles choisissent de devenir des mères, en fait, elles ne pourront pas aller dans des festivals parce qu'il n'y a pas des lieux d'accueil pour les enfants. Donc, il y a des départs dans la carrière ou des abandons de carrière qui sont assez important. Et parmi mes enquêtés, je ne vais pas citer les noms, mais beaucoup de mes enquêtés m'ont dit soit il fallait choisir une vie de famille, soit un travail de la bande dessinée, soit quand j'étais dans certaines revues, pour nommer une seule, Fluide Glacial, il a fallu que je quitte très vite les salles de rédaction parce que je ne me sentais pas en sécurité. Donc les contextes qui fait que, évidemment, elles vont se retrouver moins présentes dans les espaces les plus légitimés. Par contre, elles peuvent être très présentes. Et là, c'est quelque chose que je lance toujours comme perspective de recherche pour d'autres chercheuses ou chercheurs. C'est le fanzina. C'est là où j'estime qu'il y a une quantité de femmes très importante. Évidemment, c'est un espace qui n'est pas très légitimé, même s'il y a des festivals qui vont primer ce type de création. Mais les réalités économiques vont aussi induire une grande précarisation dans ce type de production. Mais ça explique un peu le contexte où vont se retrouver les femmes et le pourquoi. Donc, cette inversion aussi des proportions. Bueno, dentro del panorama Bon, dans l'aperçu espagnol, c'est une histoire beaucoup plus simple parce qu'ici, la BD, aujourd'hui, la BD, c'est surtout pour des adultes. Donc, la plupart des autrices vont travailler pour les adultes. Je crois que la sélection d'Angoulême, c'est génial parce que nous retrouvons profils très très différents d'autrices de comics, de BD, excuse-moi. Je m'excuse de la prononciation de Catherine. J'adore cette autrice. Il y a un livre qui parle des attentats de Charlie Hebdo où elle a travaillé. J'aime bien toute son trajectoire. Anouk Ricard a travaillé dans un domaine beaucoup plus underground. Elle a aussi travaillé dans des collections pour les enfants les plus importantes, comme Anna et Flora, qui était publiée ici en Espagne, et puis Alison Bechdel, qui a fait un comic social avec un engagement politique énorme dans le point de vue autobiographique. Même dans les styles de dessin, c'est extrêmement différent. Donc, cela montre qu'il y a un point très différent entre les autrices que nous retrouvons aujourd'hui et les autrices qui avons le droit de publier. Ici, en Espagne, pendant la dictature, toutes les autrices ont publié de la BD féminin et c'était le seul espace pour les femmes. Moi, quand je commence à dessiner, comme je suis femme, même si je fais des sons de peur et je recherche d'autres types de travail, des missions. Comme je suis une femme, je suis dirigée à la BD féminin. Donc, ce genre va mourir et à la fin des années 80 en Espagne, il y a plus
de BD de filles et le manga va occuper cet espace. C'est-à-dire les filles aujourd'hui vont lire le manga, c'est-à-dire il n'y a pas de BD pour l'enfance autochtone parce que les filles elles vont lire le manga. Et c'est la BD pour les adultes. Dans ma génération, la BD pour les adultes a été éliminée parce que les contenus n'étaient pas d'accord avec les lois de la dictature. Donc nous allons récupérer la BD pour les adultes. Et c'est aussi la fonction du cinéma indépendant. Nous voulons occuper cet espace. À la fin, on va publier davantage la BD commerciale, la BD sexualisée, etc. Donc les autrices qui ont étudié les beaux-arts, elles ont des artistes, elles commencent à s'exprimer dans un langage artistique et elles utilisent la BD pour pour des adultes en tant que langage artistique. Il y a aussi d'autres autrices, comme par exemple Elise Bou, qui a fait des BD pour des hommes et des femmes. Je vais maintenant demander au public si vous avez des questions, parce que si vous pouvez le poser maintenant, sinon je crois que nous pouvons profiter encore de 10 minutes pour continuer notre colloque. Je voulais demander comment était l'expérience avec Barbie, parce que c'était très intéressant. Donc, le directeur de Comic Forum, Antonio Martin, du groupe Planète, c'est un ami avec lequel j'ai beaucoup collaboré dans le monde de Barbie et ailleurs, par exemple en Botifara, dans d'autres types de publications. Il est aussi un chercheur, un historien de la BD. Puis, bien sûr, il a travaillé dans la maison Planeta. Mais j'avais une relation avec lui depuis la publication La Vanguardia. Donc, lui, il était chargé de faire cette publication Barbie. Et il n'aimait pas la conceptualisation. Donc, il m'a demandé de dessiner une bande pour des filles qui soient correctes depuis une perspective de genre, etc. Et voilà, et je commençais à demander les filles parce que c'était pour des filles de 5 et 600, donc entre 5 et 7 ans. Donc, je commençais à rechercher, à faire des entretiens et j'ai fait une proposition. Bien évidemment, il y avait une publicité de Barbie, mais le volet de contenu, le pilier de contenu, avait un air absolument différent. Antonio l'a bien aimé et il m'a dit « Ok, mais on ne va pas pouvoir publier cela. » Cependant, il a proposé ma bande, mais il a raconté « Ok, dans cette publication, Mattel, c'est 75% de la publication, c'est-à-dire tout avec des dessins et des histoires de Barbie, le conte, la publicité, etc. de Barbie, mais tu n'as que 4 pages. Et je pensais... Bon, je ne peux pas beaucoup faire en 4 pages. Et il m'a demandé de faire une petite histoire. C'était un défi. Et moi, je m'ai toujours spécialisée dans la BD expérimentale.
C'est-à-dire, moi, je vais contre le personnage qui s'y répète. C'est le moteur de ma œuvre. Donc, ce défi, c'était un moteur. Et je pensais à créer une histoire pour les filles qui soient si différentes, qui va choquer, provoquer. Et je crée Luna et Duna, qui étaient de caractère. Bien évidemment, c'était les années 80. J'avais aussi une fille, j'étais mère de 13, 14 ans. Et cette BD va raconter l'histoire contraire à Barbie. J'ai analysé ma fille et ses amis. Ça a choqué, ça a provoqué, bouleversé le monde Barbie du point de vue de l'esthétique. C'était moderne, c'était aussi féministe. C'était féministe, mais c'était aussi assez naturel. L'histoire racontait la vie de deux gemelles. C'est... Par exemple, quelles sont les provocations des filles aux parents. Donc voilà ce type d'histoire qui était beaucoup plus réel. Aussi, sa relation avec les hommes, par exemple, de discuter à propos des garçons et à la fin, elles finissent par juste manger des bonbons. Et pour moi, c'était merveilleux parce que c'était un jeu à fin de compte. Hay un par de preguntas por aquí adelante. Me gustaría saber Je voudrais savoir, donc c'est pour tous les trois, quelle est la valeur du travail d'autrices telles que Claire Betticher ou Annie Gettinger? Dans le 70, Le travail de Claire Bretéché, je vais parler plutôt sur... pour Anne Gotzinger, c'est plutôt les couleurs que j'apprécie le plus. Vraiment, j'aime beaucoup la vivacité qu'elle peut traduire dans ses bandes dessinées. Par contre, pour Claire Bretéché, c'est sa lecture du social français. Donc, d'ailleurs, les sociologues Pierre Bourdieu disait que la première sociologue de France, c'était Claire Bretéché, parce qu'elle illustrait réellement la réalité qui pouvait être vécue en France. Donc c'est un des grands sociologues théoriciens de la sociologie qui l'a dit en plus. Donc je pense que c'est aussi juste. Sí, sí, estoy absolutamente. oui, je suis absolument d'accord. Annie Gettinger, elle est une dessinatrice et coloriste magnifique, mais je suis plus intéressée à Bret Eschel, à son engagement, parce que c'est un travail très professionnel, mais c'est pas... Donc la première, c'est pas trop critique, mais dans le cas de Bret Eschel, c'est sociologue. Elle commence à attaquer la gauche d'après la gauche avec autocritique, parce qu'elle critique aussi les femmes de gauche. Pour moi, l'autocritique, je pense que c'est essentiel. Dans mon travail, il y a beaucoup d'autocritique aussi. Et Bret Eschel, c'est l'une des autrices qui m'a ouvert la porte, le chemin. C'est l'une des autrices que j'ai découvert quand je publiais à Totem. Jusqu'à ce moment, j'ai beaucoup aimé Lossier parce que, comme je viens de dire, il y avait que de référents d'hommes et je me suis pas rendu compte
depuis la perspective de genre. À partir de Bretechel, je vais questionner tous les auteurs que j'ai beaucoup aimés et que je continue à aimer, mais du point de vue de la perspective du discours de genre, je commençais à questionner cet auteur et j'ai découvert aussi Nuria Pompeia, c'est notre Bretechel. Parce que c'est sociologue comme Bretechel et elle décrit aussi notre société. Une dernière question ici. Je voulais poser une question à Marika. Vous avez dit que vous arriviez dans un espace où vous avez inhérité un type précis d'histoire, de genre. Et je voudrais savoir si vous savez aussi un style différent. Vous avez inhérité aussi un trait, bien évidemment, pour arriver à recevoir de missions de travail. Tu devais dessiner comme il voulait. Donc le trait de Miguel Fuster, de Pepe González, de Luis Garcia. Donc il faut toujours imiter des hommes qui ont créé le schéma. Et à leur fois, ils sont imités d'autres. Et c'était les lois de genre qui ont marqué le dessin, le trait. Donc, ça doit pas être compliqué, ça doit pas avoir de couleur... ça doit être de couleurs claires, ça doit être très décoratif parce que le destinataire, ce sont des femmes et surtout les femmes ne doivent jamais avoir la tête plus grande que les hommes, même s'ils sont d'avant, parce que c'est horrible. Moi, une fois, j'ai dessiné une illustration qui était hyper bien, mais c'était horrible que la femme avait la tête plus grande que l'homme. Et je pensais, il est en arrière, c'est impossible que lui, il est plus grand qu'elle. Donc la perspective, bien évidemment, ça doit être comme ça. Et bon, il m'a dit que c'était pas joli. Parce que la femme, ça doit être plus petite. Donc voilà, encore une fois, la soumission. Et moi, je pensais, bon, hein, ça suffit, hein. Au début, tu n'y penses pas, tu te rends pas compte. En plus, tu commences à travailler avec des personnes que tu as admirées, avec une grande agence de Barcelone. Tu vas publier, je commençais à publier avec des publications allemandes, anglaises, et je pensais, moi, je suis tellement chanceuse. Mais tu commences à te tromper avec des questions de ce type et tu commences à te rendre compte. Et quand tu commences à faire ce que tu veux vraiment faire, tu te rends compte que tu as appris le trait qui est une source d'oppression. Donc, regarde, par exemple, quand tu es en train de dessiner un caractère féminin, tu as l'option de dessiner une femme sexy, une femme moche. Et à la fin, le dessin, c'est un cri parce que tu commences à rechercher d'autres options. On va rechercher la transgression, l'expression. Moi, en concret, j'ai découvert les expressionnistes. Je pensais, bon, j'aime pas. Par exemple, je découvert au Chili et j'aimais trop. Mais il fallait aussi être patient parce que, bon,
après avoir changé, après le premier changement, et tu peux jouer avec d'autres graphies, mais au début, pour moi, je dû retrouver les expressions moches et le convertir dans la beauté. Par exemple, la femme ne doit pas être forcément comme on m'a raconté qu'une femme doit être. Donc, je vais m'éloigner de cette perspective et je vais chercher des expressions. Et les expressions va créer la beauté. Voilà où on retrouve la beauté dans l'expression. Ok. Je sais bien qu'il y a beaucoup de thèmes dont nous n'avons pas parlé, mais je voulais faire une petite conclusion. Bien évidemment, on ne peut pas parler de l'histoire de la BD sans aussi nommer les femmes. Il y a beaucoup d'autrices référentes, modèles pour les prochaines générations. Et nous avons vu un changement de paradigme aussi dans la conceptualisation de l'autrice. Ce n'est plus une autrice féminine pour les femmes. Et maintenant, il y a des autrices avec un caractère social qui travaillent pour les grandes industries des États-Unis, qui travaillent avec Marvel, avec DC. Et finalement, il y a des femmes qui maintiennent leur engagement politique, des femmes aussi dans la BD pour les enfants. Mais ce qui est important, c'est que les femmes peuvent focaliser et décider leur trajectoire. Vos travaux sont exceptionnels. Vous auriez demain Marika Villa qui va présenter son travail. Et aujourd'hui, c'est la nuit de lecture. Et je voudrais terminer par une recommandation d'un comic que vous recommandez. Donc, merci d'être ici. Merci aussi à l'Institut français d'avoir organisé cet événement. Et je crois que c'est bien de recommander un livre pour la fin. Pour moi, de dire un seul ouvrage ou une seule créatrice, mais et surtout, je ne sais pas si c'est accessible en espagnol ou en tout cas ici en Espagne. Mais il y a une autrice qui me touche énormément qui s'appelle Chloé Vary, W-A-R-Y. Qui a été nommée aussi à plusieurs prix Artemisia, l'association qui récompense les créatrices en France, et qui a aussi un travail, que ce soit narratif, que ce soit esthétique, qui est assez intéressant, c'est très novateur, et elle a un engagement aussi politique, et elle ne cherche pas non plus à revendiquer un discours, mais en fait c'est un féminisme de terrain aussi qui me touche énormément. Donc rien que pour ça, ça serait Chloé Vary. Un de ses ouvrages, ça pourrait être La Saison des Roses, qui avait été primée par Artemisia il y a quelques années. Temporada de Rosas. Está publicado por Astiberri. C'est publié par Astiberri ici en Espagne. Pour moi, Corps de Christ de Béalama, c'est incroyable. Je crois que c'est un matrimoine, c'est un patrimoine féminin absolu. C'est une BD qui était brodée et puis adaptée. Et aussi, je voudrais recommander Laura Peris-Vernetti ou bien Raquel Gu. Je pense que c'est génial. Le livre Las Estupendas parle de problèmes reliés à la dans les années 40. Et bien évidemment, mon livre Matahari et La Moderna Secreta, qui va être publié, va sortir en avril dans le Salon de la BD à Barcelone.
Moi, je tiens à recommander un livre aussi qui est très court, Asunto de Mujeres de Julie Delport, Métier de femme. C'était essentiel. Elle parle de Toby Johnson, créatrice, et je crois que ce livre représente beaucoup ce que nous venons de parler dans cet entretien. Encore une fois, merci d'être ici et merci à tous et à toutes de votre attention.